Bienvenue à Arrêt sur le monde. Les États-Unis vont bientôt vibrer au rythme de la prochaine campagne électorale présidentielle avec les primaires démocrates et peut-être aussi les primaires républicaines qui commenceront cet été. Le tout alors que les démocrates ont maintenant le contrôle de la Chambre des représentants, ce qui risque de pimenter la fin du premier mandat du président Donald Trump. 2 ans et demi après l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont déjà les yeux rivés sur la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en novembre 2020. Le président américain compte bien s'y représenter pour le Parti républicain, dans lequel il a encore un bon taux d'approbation. Mais il devra peut-être d'abord se prêter au jeu des primaires. L'ancien gouverneur républicain du Massachusetts, William Weld, a annoncé la création d'un comité exploratoire, ce qui laisse à penser qu'il se lancera dans la course à la Maison-Blanche contre Donald Trump. Du côté des démocrates, les primaires devraient commencer au mois de juin. De nombreuses candidatures ont déjà été déposées et on remarque un nombre record de femmes et de personnes issues de minorités. Les enjeux soulevés portent principalement sur le plan d'assurance santé ainsi que sur des questions d'immigration et de justice raciale. Rappelons que lors des dernières élections de mi-mandat, en novembre 2018, les démocrates se sont emparés de la Chambre des représentants pour la première fois depuis 2010, promettant une fin de mandat difficile pour le président américain. Si Donald Trump se vante du bon fonctionnement de l'économie du pays, il lui faudra la conserver pour ne pas perdre en popularité. D'autres enjeux risquent également d'arriver sur la table avant la fin de son mandat, comme par exemple le plan d'assurance santé qu'il avait promis pour remplacer l'Obamacare. Notre invitée en studio pour en parler avec nous, Andréane Bissonnette, elle est chercheuse à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal. Madame Bissonnette, bonjour. Bonjour. Alors, les choses sont un peu plus compliquées pour Donald Trump depuis que les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre il y a quelques mois. Est-ce que ça donne le ton pour la campagne électorale à venir? Oui, donc en fait, on voit que depuis quelques mois, les démocrates mettent vraiment la table à s'opposer aux politiques de Donald Trump, d'une part, mais mettre de l'avant leur propre politique également, ce qui donne le ton pour la campagne présidentielle à venir. Les enjeux qui vont être traités dépendent bien évidemment des candidats qui les mettront de l'avant, mais on voit donc depuis quelques mois une volonté pour les démocrates, d'une part, de bloquer les politiques auxquelles ils s'opposent, mais aussi de mettre de l'avant des politiques qui vont être défendues dans les prochains mois. Est-ce qu'on voit aussi à la Chambre maintenant, depuis les élections de mi-mandat, c'est qu'il y a davantage de femmes, davantage de jeunes, davantage de gens issus aussi des minorités. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la joute politique à Washington? D'une part, c'est certain qu'en termes de représentation de la population, donc une représentation effective, on a une meilleure représentativité de ces groupes que vous avez nommés. Mais d'autre part aussi, ça a des impacts concrets. Je vous donne l'exemple de VAWA, qui est le Violence Against Women Act, qui vient d'être renouvelé pour une période de 5 ans par les démocrates qui ont voulu attendre l'arrivée de ces nouveaux et ces nouvelles élus à la Chambre des représentants pour l'adopter. Et ce nouveau projet du Violence Against Women Act inclut des protections, par exemple, pour des personnes transgenres, ce qui n'était pas des éléments qui étaient mis de l'avant de façon automatique par le passé. Et donc, l'augmentation de la représentativité de la communauté LGBTQ et du nombre de femmes va également entraîner des débats qui sont différenciés sur des projets de loi qui existent depuis plusieurs années. VAWA a été mise en place pour la première fois par Bill Clinton dans les années 90, mais au fil de ces renouvellements, on voit que la diversification du Congrès a un impact. Donc, ça a un impact même sur les enjeux qui sont débattus, pas seulement élargir les enjeux qui étaient déjà présents. Exactement. Donc, les débats qui sont à la Chambre ont plusieurs perspectives et l'augmentation donc des points de vue permet aussi une augmentation des points qui sont traités et des projets de loi qui sont davantage représentatifs de la population de façon générale. Vous le disiez, les démocrates vont se servir des débats en Chambre pour se mettre en valeur, pour mettre de l'avant les enjeux dont ils veulent discuter dans cette campagne électorale-là. Est-ce que ça risque de détourner l'attention du président Trump de ce qui se passe à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale? Non, parce qu'en fait, le pouvoir à Washington, donc le Congrès, est un contre-pouvoir aussi de ce qui se passe à Washington. Et si, d'une part, on tente de mettre de l'avant certains enjeux qui ne sont pas mis de l'avant par le président, tels que le Green New Deal et des questions environnementales, de l'autre côté, on est aussi en réaction aux politiques du président. On pense à l'immigration qui est sur toutes les lèvres et qui se transpose aussi dans la campagne électorale. Donc, on voit là, la majorité des candidats démocrates ont des positions claires sur l'immigration, se prononcent de façon fréquente sur ces questions-là,
sur les questions raciales également. Donc, on est dans un jeu où on est à la fois en train de mettre de l'avant des nouvelles idées, mais aussi d'être en réaction à les dossiers qui sont mis de l'avant par Trump, parce que ce sera vraisemblablement le candidat qui va être aussi pour le Parti républicain en réélection. Donc. Ces nouvelles idées, quelles sont-elles? Quels sont les thèmes que les démocrates veulent mettre de l'avant pour la campagne électorale de 2020? Il y a certains thèmes qui sont nouveaux, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On pense par exemple au salaire minimum à 15 $ de l'heure. Bernie Sanders était en campagne électorale en fin de semaine et il a remis de l'avant cette proposition-là. Mais lorsqu'on regarde, c'est une proposition qui a été prise aussi par les nouveaux élus démocrates. Donc, on voit de plus en plus de discours sur ça au niveau de la Chambre des représentants également. Mais on a toute la partie environnementale aussi, donc d'avoir des plans environnementaux plus solides, de lutte contre le changement climatique. Et finalement, toute la question de la justice raciale. Kamala Harris l'a mis de l'avant dès le début de sa campagne. Donc, durant les années 80 et la lutte contre la drogue, on a eu une augmentation de la criminalisation des Afro-Américains. Et là, on tente de renverser la vapeur et d'avoir une meilleure pratique judiciaire pour tous les groupes ethnoculturels aux États-Unis. Sur l'environnement, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un certain recul qui s'est opéré sous Donald Trump. Alors là, est-ce que les démocrates veulent simplement revenir à ce que c'était avant ou aller même plus loin encore? Là, ça dépend de quel démocrate on parle, parce qu'au sein du Parti démocrate et au sein du Parti républicain aussi, on n'a pas juste une faction, une ligne d'idées, c'est-à-dire que chacun des deux grands partis a plusieurs lignes partisanes, donc des modérés, des plus à gauche, plus à droite selon le parti. Et donc, si on regarde des candidats qui sont beaucoup plus à gauche, on a des volontés d'aller encore plus loin que ce qui était fait sous Obama. Si on regarde des candidats qui sont plus modérés, il y en a qui veulent justement revenir à la situation sous Obama ou dans les mêmes ligne d'idées en termes de politique. Vous avez évoqué Bernie Sanders il y a quelques instants, célèbre adversaire de Hillary Clinton aux dernières primaires démocrates, ancien maire de Burlington au Vermont. C'est une figure politique très célèbre. Est-ce qu'il sera de la course? Est-ce qu'il fait partie des figures importantes à surveiller dans le Parti démocrate? Oui, donc actuellement, Bernie Sanders est celui qui a amassé pour le premier trimestre de campagne le plus de fonds pour sa campagne électorale. Donc, il est en bonne posture actuellement. Lorsqu'on regarde du côté des sondages, c'est sûr que Joe Biden, qui n'a toujours pas annoncé sa campagne au moment où on se parle, reste en tête de peloton. Mais Bernie Sanders est bien positionné. Il a l'avantage d'être connu sur la scène nationale, ce que d'autres candidats du Parti démocrate n'ont pas pour le moment. Ils sont connus dans des contextes plus locaux. Reste à voir la façon dont le débat va s'articuler, parce qu'on l'a vu en 2016, Bernie Sanders, sur les questions d'immigration, avait certaines lacunes en termes rhétoriques. Et donc, est-ce que dans les 4 dernières années, il a fait ses devoirs et il a maintenant une position plus solide qui lui permettra de répondre à Donald Trump, mais aussi à d'autres candidats comme Beto O'Rourke, qui a fait de l'immigration son cheval de bataille actuellement. Donc, il reste encore beaucoup qui était un peu la vedette, en quelque sorte, du côté démocrate lors des élections de mi-mandat. Exactement, et qui a une posture intéressante parce qu'il représente un Texas en changement, il représente une Amérique aussi en changement dans certains États qui sont traditionnellement rouges, donc républicains, mais qui penchent de plus en plus d'un point de vue démocrate. Donc, ce sont des candidatures qui peuvent aller aussi chercher des électeurs qui sont plus modérés, qui auraient voté pour Trump pour des questions économiques, par exemple, en 2016, et qui pourraient repencher du côté du Parti démocrate. Mais c'est une position aussi que Bernie Sanders peut aller chercher. Ce qui pourrait lui nuire à Bernie Sanders, c'est le changement dans certains États de caucus pour le type de vote à une primaire. Les primaires sont beaucoup plus ouvertes. Les caucus touchent beaucoup plus les gens qui sont très au fait des questions politiques et très impliqués également. Donc, son âge aussi pourrait causer quelques soucis. Parlant de primaire, la candidature du président Trump n'est techniquement pas encore assurée parce qu'on semble se diriger vers une primaire républicaine, vers des primaires républicaines aussi. Oui, donc en fait, pour le moment, il y aurait des primaires républicaines avec un candidat annoncé, mais on est encore très tôt dans le processus et historiquement, donc il n'y a pas de candidats qui ont tenté de déloger un président sortant qui ont réussi à le faire, ce qui fait que Trump est actuellement dans une posture confortable et on le voit dans sa réaction aussi à la saison des primaires. Il est dans
un moment où il attaque les candidats démocrates, mais ne se concentre pas du tout sur la question républicaine. Donc, à moins qu'on ait vraiment une figure très connue au sein du Parti républicain qui se présente, pour le moment, la candidature de Trump semble avancer sans obstacle. Il y a quelque chose d'intéressant à mentionner là-dessus. Comme vous le dites, aucun candidat n'a réussi à déloger un président en place. Par contre, quand des gens l'ont tenté, les présidents, eux, ont perdu l'élection présidentielle qui a suivi à 3 reprises. Oui, mais c'est que lorsqu'on a une primaire au sein d'un parti dont le président sortant est membre, c'est sûr qu'on vient remettre de l'avant certaines luttes intestines au sein de ce parti-là, mais aussi on présente négativement le bilan du président parce qu'on tente de le sortir. Oui. Et là, c'est au sein même du parti et qui parle aux électeurs de ce parti-là. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur la façon dont on perçoit le message qui est rendu. Rapidement, en terminant, est-ce qu'on se dirige vers une présidentielle comme en 2016 qui avait révélé une certaine déconnexion entre les médias, les maisons de sondage et surtout les élites politiques et une bonne partie de la population? Est-ce qu'on a retenu des leçons de cette campagne-là? Du côté du Parti démocrate, on voit que de plus en plus, le Midwest est au centre des préoccupations. On a beaucoup de candidats qui proviennent de cette région-là. Donc, je pense qu'on a compris qu'en 2016, on prenait le Midwest pour acquis. On avait un discours qui était très axé sur les minorités ethnoculturelles et on n'avait pas de plan pour les Américains moyens qui avaient été frappés de plein fouet par la crise économique et qui en ressentaient encore les impacts, même si on était 8 ans plus tard. Et on a comme un recentrement aussi vers ces politique-là. Pour le moment, il est encore trop tôt de dire est-ce que oui ou non on va répéter la question de 2016 parce qu'on est encore au niveau des primaires. Les présidentielles sont encore dans plusieurs mois. Donc, c'est un bilan qu'on va devoir faire dans quelques mois et non pas maintenant. Andréane Bissonnette, chercheuse à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, plus précisément à l'Observatoire sur les États-Unis. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.